Je crois, peut-être que Christian, tu veux dire un mot à ce propos. C'est un jour dramatique, vous l'avez bien remarqué, puisque d'une part, nous avons une assemblée générale de l'UNEF en bas, et nous avons dans la rue les avocats, et avec le bâtonnier et tout le conseil de l'ordre. Or, malheureusement, notre intervenant, Bernard Faux, qui est tout à fait compétent, puisqu'on l'a sollicité, sur les liens et conflits d'intérêts, est en train de défiler en ce moment. Donc c'est difficile, voyez-vous. Donc, il m'a demandé de prendre une décision. Je lui ai dit qu'il pouvait défiler parce que c'est quand même son corps. Et nous avons demandé, par contre, à quelqu'un que nous connaissons bien, Olivier Garot, qui travaille à l'Institut national de transfusion sanguine, qui est professeur, qui travaille à l'INTS, donc, de nous faire, parce que nous l'avons déjà vu faire le topo, tout simplement, de le remplacer. Et je vous demande de l'applaudir parce que quand même, c'est difficile de le faire quand même. Bravo. Oui, enfin, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc les applaudissements, c'est après, si vous avez été content. D'accord, très bien, merci. Donc effectivement, j'ai été prévenu hier après-midi que je devais vous faire ce topo. Par chance, je l'avais. Il n'est peut-être pas totalement adapté, il est vraiment ciblé doctorant, donc formation doctorale, puisque j'ai fait ce topo à vos homologues, je parle aux doctorants, des universités de Lyon et de Saint-Étienne l'an dernier. Et donc, je vais vous reproduire ce topo qui est vraiment ciblé jeunes chercheurs. Mais ça rafraîchira, rajeunira les plus anciens d'entre nous. Voilà. Donc, vous savez qu'il est coutume de déclarer ses liens d'intérêt, ses conflits d'intérêt avant une présentation. Exceptionnellement, je vais repousser cette diapositive à quelques écrans après, et vous allez comprendre pourquoi, parce que je voudrais d'abord introduire cette notion avant de vous déclarer et que vous puissiez voir si j'ai ou pas des liens et des conflits d'intérêts. Et bien évidemment, parce que grosso modo, quand la majorité des personnes qui s'adressent à vous ou dans des conférences c'est très très vrai en médecine, je ne suis pas sûr, je ne sais pas trop ce qui se passe, dans les sciences de la vie aussi, je ne connais pas ce qui se passe pour les autres disciplines, mais la plupart des intervenants vont vous déclarer qu'ils n'ont pas de lien ou de conflit d'intérêt, c'est à peine s'ils n'ajoutent pas évidemment. Nous sommes irréprochables comme la femme de César, c'est connu. Cela étant, nous sommes tous concernés, je vais essayer de vous en convaincre, ou tout au moins de vous introduire à cette notion. Donc j'aimerais vous introduire les notions suivantes. J'ai quand même un objectif pédagogique à cette mission qui m'a été confiée, donc de définir rapidement, mais très simplement, vous allez voir, on va aller assez à l'essentiel, les concepts de lien et de conflit d'intérêt, décrypter les conséquences que ça peut avoir dans la production académique et aider à poser pour les plus jeunes d'entre vous quelques jalons pour savoir comment vous dépatouiller dans la vraie vie. Et voilà le plan que je vais utiliser. Donc je vais définir, parler des déclarations, comment les détecter, les analyser, etc., etc. Donc ça, vous savez lire. Je ne vais pas aller plus loin. Si on se tourne vers une source intéressante mais faillible d'informations, Wikipédia par exemple, alors c'est vrai que... Mais je paye ma petite cotisation Wikipédia, j'utilise, je paye. J'aime bien de temps en temps aller vérifier parce que c'est très pratique quand même. Alors, vous avez ces définitions. Elles ne sont pas très simples. Je vous les décode. Le conflit d'intérêt, il existe quand une personne, et en particulier c'est dans la fonction publique ou assimilée, reçoit une rémunération directe d'une entreprise ou son conjoint ou ses enfants ou ses ascendants directs qui peut porter influence sur une prise de décision. Bien évidemment, ça s'adresse aux personnes en capacité de prendre une décision. Un directeur des achats, quelqu'un dont le poids va compter dans la prise de décision, s'il est en partie rémunéré par un groupe privé et que la décision qu'il a à prendre peut être influencée par ce groupe privé, là, il y a un vrai conflit d'intérêts. C'est pas très fréquent. Dans médecine, dans les sciences, dans la vie, ça existe, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent, sauf les personnes qui ont des start-up, et ça, en revanche, c'est de plus en plus fréquent.
Les liens d'intérêt, en revanche, sont extrêmement fréquents. C'est quand des personnes de la fonction publique reçoivent des avantages, petits ou moins petits, de la part de personnes pouvant influencer leur prise de décision, qui ne sont pas forcément des achats, mais ça peut être une ordonnance. Ça peut être une recommandation en vue d'acheter un appareil, un automate, etc., etc. Je vous ai mis les traductions anglaises. Je voudrais juste revenir sur l'écran précédent pour vous dire, et Monsieur Faux aurait sûrement été un meilleur débatteur que moi sur ce plan, mais en France, le conflit d'intérêts n'est pas un délit. Ce qui est un délit, c'est la prise illégale d'intérêt, c'est le trafic d'influence. Mais le lien ou le conflit d'intérêt n'est pas un délit. En revanche, c'est une mauvaise façon, c'est une mauvaise pratique et ce n'est pas déontologique. Donc, les déclarations doivent être les déclarations de liens et de conflits d'intérêts pour les personnes de la fonction publique, en particulier ceux qui exercent des responsabilités, c'est mon cas, doivent être soit elles sont générales, donc elles sont, vous déclarez tous vos liens d'intérêt, soit elles sont ponctuelles et circonstancielles, vous déclarez des liens d'intérêt pour faire tel type d'enseignement, etc., etc. Donc plusieurs organismes vous demandent, et ce qui fait qu'en fait des déclarations de conflits et de liens d'intérêt, je dois en remplir 10 par an en fait. On pourrait imaginer, alors c'est le cas, je vais vous en parler un peu plus tard, qu'il y ait une centralisation de ces listes de conflits d'intérêts qui puissent être dans une banque accessible à tous. C'est le cas, mais vous allez voir à quel point elle n'est pas pratique. Et donc, vous allez déclarer vos liens d'intérêt, vos conflits d'intérêt, chaque fois que vous allez publier, chaque fois que vous faites une demande de subvention, chaque fois que vous déposez une patente ou enfin voilà, quelque chose. J'ai perdu le vocabulaire dans le cas d'un dépôt industriel, un brevet, pardon. Excusez-moi, je parle un peu en franglais de temps en temps. Et à chaque fois que vous faites une communication scientifique, une présentation, etc., et de plus en plus, lorsque vous faites un cours, en particulier lorsque ce cours s'adresse à de la formation continue ou du développement professionnel continu pour les médecins et les professions de santé. La déclaration générale de conflit d'intérêts, ce qu'on appelle DPI, elle est pour les fonctionnaires et les personnes du service public, les médecins, les décideurs dans le monde de la santé. Souvent, il faut la réitérer, etc. Il y a des sites officiels. Et maintenant, il nous est bien dit que c'est à partir de 10 € d'avantage. 10 €, c'est un café dans un endroit un peu prestigieux. Oui, mais souvent, les personnes qui vous invitent pour essayer de vous influencer, ils ne vous invitent pas au bar du coin. Ils vont vous inviter à prendre un café au Georges V ou des choses comme ça. Non, la dernière fois que j'étais invité, c'était au Lutetia, mais le Lutetia, pour l'instant, il est fermé. Donc le café, il est à plus de 10 €. Et donc, ça se déclare. Et les conventions? Pardon? Les conventions. Quelles conventions? Non, mais c'est important. Ah, mais ça va venir, ça va venir. Et qui n'apparaissent pas sur ces déclarations. Toujours aujourd'hui, parce qu'on est en plein conflit d'intérêts. Tous ceux qui prennent la parole en public aujourd'hui, les experts en matière de vaccination, ont tous des conflits d'intérêts. Ils ne déclarent pas, ils sont contraires à la loi. Et on continue dans un silence. Alors, est-ce que vous me permettez d'aller au bout de ma déclaration? Je vais vous expliquer tout ça. Vous inquiétez pas, ça va venir. Et on va voir si ce sont des liens ou des conflits d'intérêts, d'ailleurs. Alors, voilà, pour ceux qui sont des inconditionnels de la chose officielle, voilà les références que vous pouvez consulter. Vous aurez accès à mes diapositives, donc aucun problème. Et voilà comment se présente la déclaration publique d'intérêt que nous avons tous à remplir. Alors ça, c'est la première page, et je vais... voilà. Je vous fais grâce des 14 intermédiaires, il y en a 15. C'est vachement facile à remplir, c'est vachement convivial, on a très envie de le faire. Et donc ça, c'est vraiment la merveille française par excellence. Ce qui fait que, grosso modo, on a un outil qui pourrait être bien. Si c'était une page, on le ferait tous. 15 pages, bah, évidemment, les gens ne le font pas.
alors, au lieu d'avoir un système simple, on a un système compliqué qui est mal fait. Il faudrait, alors tout ça, vous l'avez. Il y a plein de bases que vous pouvez consulter. Si vous avez accès à mon diaporama, je pense qu'en lien Intertext, vous pourrez y accéder. Ce sera plus facile pour vous. Je vais pas aller plus loin. L'an dernier, la Haute Autorité de Santé a nommé un déontologue pour regarder justement tous ces liens et conflits d'intérêts des personnes qui sont amenées à donner des avis officiels. Donc, dès que vous êtes amené à donner un avis à la HAS, qui arrive quand même à un certain nombre de personnes, dès lors qu'ils ont un peu évolué dans la carrière et qu'ils sont un peu connus, c'est assez rare qu'on ne soit pas sollicité un jour. Donc là, il faut vraiment déclarer ces liens et conflits d'intérêts, justement pour ne pas porter influence sur quelque chose si on a des accointances particulières avec tel ou tel groupe. Et c'est vrai pour les vaccins comme pour le reste. Et bien sûr, dans les publications. Dans les publications, vous avez tous fait attention que, d'ailleurs, souvent, c'est presque rempli automatiquement et par défaut. Donc, vous avez une case à cocher et puis le par défaut va maintenant s'afficher. Les éditeurs trouvent que c'est plus facile. Sinon, ils vous le rappellent, vous devez déclarer vos liens et vos conflits d'intérêts. Donc, on le fait. Et la phrase habituelle, c'est justement « je n'ai rien à déclarer ». Et je vais vous montrer un petit peu un exemple. Voilà. Alors là, les gens déclarent. Les Américains déclarent bien. Mais vous voyez qu'il y a certaines personnes qui... Alors bien sûr, les exemples que j'ai pris sont dans mon domaine d'exercice médical, donc l'hématologie et la transfusion sanguine. Et cet article est pas mal fait à côté de ça, en dehors du fait que, je vous en parlerai tout à l'heure, il s'agit d'un lobby en fait, mais bon, un lobby d'une autre nature, et je vous en parlerai, parce qu'il n'y a pas que les lobbies industriels, il y a d'autres types de lobbies. Et regardez le nombre de liens d'intérêt que ces personnes peuvent avoir. Ça remet en cause effectivement la qualité de l'indépendance d'esprit qui a pu être à l'origine de cet article, qui est pourtant bien fait. Donc ça questionne, quand on voit un article bien fait, mais qu'on voit à côté de ça des suspicions en regard. Donc généralement, dans les communications et les interventions, c'est votre deuxième écran qui présente vos liens d'intérêt ou conflits d'intérêt. Alors les anglo-saxons sont extrêmement décomplexés pour ça comme pour le reste, et ils n'ont aucune honte à déclarer leur lien d'intérêt. Pour nous, latins, c'est plus compliqué. Donc maintenant, voici ma liste de liens d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne suis salarié de personne d'autre que de la fonction publique. Je déclare quand même quelques liens d'intérêt avec des industriels, parce que c'est vrai que j'ai besoin de m'informer sur les nouveautés. Ils recherchent aussi mon avis sur de la prospective, comment je vois la transfusion dans les 10-20 ans qui viennent. Bon voilà, j'ai la chance d'avoir un avis qui est recherché. Alors rassurez-vous, hein, ça ne va pas plus loin que y a un avion pour aller visiter des usines en fait, ou des choses comme ça. Parfois j'ai été invité à visiter leurs usines, leurs manufactures. Donc c'est pas, enfin voilà, mais c'est à vous de juger si c'est du lien d'intérêt. Moi je les publie, voilà, elles sont devant vous, comme elles sont à la HAS, à la NSM et ailleurs, et c'est ensuite aux commissions de juger si je suis en lien d'intérêt avec la matière qui va être diffusée. C'est pas à moi de dire si j'en ai. Moi, je vous dis les avantages que j'ai reçus. Et c'est à vous de juger si j'ai du lien d'intérêt, ou c'est au groupe de travail qui va me solliciter de juger si je suis encore fiable ou si je ne le suis plus. C'est de la transparence. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut, c'est le repérer, ce lien d'intérêt. Alors, je vais vous donner des exemples qui ne m'affectent pas. Je ne suis pas professeur de maladies infectieuses, mais imaginons que je le sois. Je suis professeur de maladies infectieuses, j'enseigne l'usage des antibiotiques et je déclare un lien d'intérêt avec un groupe industriel. Alors j'ai mis Sanofi, bon voilà, j'aurais pu en mettre un autre, c'est pas grave, c'est un des plus connus. Donc là, très clairement, j'ai un lien d'intérêt, on est tous d'accord. Si j'étais professeur de cardiologie, ce que je ne suis pas, et que je publie à un très haut niveau, et je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt, moi, je me pose la question, est-ce que cette personne qui a un si haut niveau, qui publie à un si haut niveau, n'a jamais rencontré, n'a jamais été dans un congrès, où il n'a jamais accepté un dîner, une collation, un truc comme ça, d'un laboratoire? C'est pas possible, on le sait.
Donc cette personne, probablement, si elle est de bonne foi, c'est qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un lien d'intérêt, donc elle n'a pas compris qu'elle en avait. J'espère qu'elle est de bonne foi. Si ce n'est pas le cas, c'est pas délictueux au sens de la loi française, mais ce n'est pas une bonne pratique, ce n'est pas déontologique. Mais c'est drôlement fréquent. Maintenant, analysons d'autres cas. Alors celui-là, c'est exactement mon cas. Je suis médecin hématologue, clinicien, spécialiste de transfusion sanguine, professeur d'immunologie biologique. Je fais un cours sur les anticorps et les outils de détection de cytométrie de flux. J'ai déclaré mes liens d'intérêt, vous les avez vus. Tous concernent la transfusion, mais aucun concerne ma discipline universitaire qui est l'immunologie. Je ne déclare pas de lien d'intérêt pour ce cours, parce que j'en ai pas, vraiment. Je ne suis pas en lien avec les laboratoires qui fabriquent des réactifs de laboratoire. Si j'étais professeur d'université, pas médecin, mais néanmoins fonctionnaire, et qu'il fasse les mêmes, alors qui est plus ou moins soumis à la DPI, puisque il n'est pas médecin et que, a priori, c'est plutôt les médecins qui sont dans le viseur. Il fait ce cours et il est invité à découvrir des nouveaux automates, des nouveaux réactifs à Francfort. Donc il y a avion, hôtel, soirée de gala, cadeaux d'entreprise plus ou moins. Enfin, c'est un cas qui est assez fréquent quand même. Hein. Est-ce qu'il a un lien d'intérêt? Oui, il a un lien d'intérêt évident. Il a une accointance avec ce laboratoire. Si c'est un autre laboratoire concurrent, mais que cette fois-ci le déplacement est à Shanghai et qu'il publie une note technique à la HAS ou ailleurs, ou à la NSM, en vue d'une recommandation sur quel type de diagnostic utiliser, il est vraisemblable qu'il sera un peu plus attiré par le laboratoire qu'il a invité à Shanghai que par celui qu'il a invité à Francfort. Il y a des chances. Ne serait-ce que pour être réinvité à Séoul ou à Tokyo, la fois d'après, surtout si on lui a dit que ça pourrait arriver. Parce que l'industrie peut être forte. Vous dites, puis l'an prochain, vous savez, on fait l'organisation de la même réunion, mais à Séoul. Hein. Ah oui, quand même. Donc là, cette personne n'est pas forcément amenée à déclarer ses conflits d'intérêts ou ses liens d'intérêt, selon les bonnes pratiques françaises, n'empêche qu'elle en a un, et pas qu'un peu. Donc on n'est pas tous logés à la même enseigne. Alors l'indépendance. Vous faites une étude clinique et le laboratoire promoteur du produit que vous testez, c'est le cas de presque toutes les études cliniques, et il se trouve que le grand groupe industriel vous dit non, vous embêtez pas, nous on a des statisticiens, on a des voilà, puis on a une société qui va vous éditer l'anglais, vous embêtez pas avec ça, donnez-nous à peine si on vous dit pas, donnez-nous les résultats bruts et puis on vous rendra le papier. J'exagère pas, ça se produit. Il faut savoir résister, mais ça se produit. Et très clairement, ensuite, ils vous disent, et puis vous embêtez pas non plus, on va vous payer l'open access pour la publication, comme ça. Bon. Mais ça, c'est des cas fréquents. Donc là, il faut savoir résister. Pour tout un tas de choses, il faut savoir résister. Il faut savoir, quand on est aussi une personne un petit peu connue dans son domaine, on va souvent être sollicité pour faire des expertises de projets de recherche pour des groupes concurrents et souvent étrangers, ou des expertises de manuscrits, bien évidemment. Eh bien, il faut savoir soit refuser si on pense qu'on est dans la compétition directe, soit, sinon, être un peu schizophrène et dire ce qui est bien et le dire bien, ce qui est mal, le dire mal. Mais tant pis, moi, il m'est arrivé, et je ne suis pas meilleur que tout le monde, il m'est arrivé de me dire, zut, on vient de se faire doubler au poteau, mais ce travail est très beau, il faut le publier, et je vais faire une recommandation favorable pour l'éditeur, en se disant, voilà, nous, on va passer forcément maintenant dans un petit journal, parce que lui, il a été Prums, quoi. Donc ça, faut savoir s'accrocher un tout petit peu pour faire ça, et la tentation serait de freiner la publication de cette belle étude pour pouvoir vite aller publier la nôtre. Et ça arrive aussi. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, je vous donne un exemple qui est réel. Je ne vous donnerai pas le nom de l'entreprise, bien évidemment, sauf si vous me torturez. Le directeur d'une agence d'État qui a une activité de production, donc une solution nationale qui est non concurrentielle, déclare « Je suis un serviteur de l'État, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt ». Il a une obligation de réduction de ses coûts parce que le ministère, Bercy, le lui demande, parce que son activité n'est pas hyper optimisée et qu'il y a un bénéfice à faire, et il va favoriser un certain nombre de solutions pour gagner un peu plus de marge de manœuvre.
sachant que cette personne a une prime sur la productivité de son établissement, ce qui est le cas actuellement dans la haute fonction publique. Et puis c'est non négligeable, ça va jusqu'à 2-3 mois de salaire, sur des gros salaires. Est-ce que cette personne n'a vraiment pas de lien ou de conflit d'intérêt? Il a beau clamer qu'il n'en a pas dans des réunions où nous sommes assez fréquemment, moi je vous dis il en a, et pas qu'un peu. Sauf que, n'étant ni médecin ni pharmacien, il n'a pas de déclaration publique d'intérêt à faire pour ce genre de choses. Alors il y en a une forcément pour être nommé. Mais il n'a rien dans sa déclaration publique d'intérêt. Il a juste le fait d'être directeur d'un établissement. Ce qui fait que, par exemple, nous avons, le professeur Hervé et moi-même, un ami avec qui nous publions beaucoup, le professeur Jean-Noël Tissot, qui est doyen de la faculté de médecine de Lausanne, qui a longtemps travaillé dans un centre de transfusion et donc il a été producteur. Eh bien, souvent, dans des papiers de transfusion, il déclare qu'il a un conflit d'intérêt parce qu'il a été producteur. Et c'est très honnête, je trouve. Le même établissement dont je vous parlais tout à l'heure fait de la formation. Et là aussi, c'est pareil, c'est un peu l'histoire du laboratoire d'antibiotiques qui fait de la formation pour les médecins prescripteurs d'antibiotiques. Là, je ne veux pas vous dire de quel produit il s'agit, mais c'est un peu la même chose. Moi, je considère qu'il y a un lien d'intérêt, qu'il y a une influence sur le prescripteur. Il faut contextualiser, bien évidemment. À un certain niveau d'expertise, c'est impossible de ne pas avoir de lien d'intérêt. Et à un certain moment, il y a que... il va bientôt finir à la HAS ou à la NSM que les gens qui sont tellement pas bons que personne n'a voulu leur payer un café, qui vont pouvoir être experts, parce que c'est les seuls qui n'auront rien à déclarer. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème qui est sous-estimé. C'est-à-dire qu'à un certain moment... dès que vous êtes un tout petit peu connu, que vous avez un peu de tchatch, que vous êtes capable de parler, d'aller dans un congrès, de parler anglais, etc., bah vous finissez par ne plus pouvoir être expert dans votre propre pays, alors que vous l'êtes dans tous les autres pays du monde, parce que vous avez accepté un café par imprudence ou parce que vous aviez besoin d'avoir de l'information. Alors, il faut être vertueux pour dire au laboratoire « je vous paye votre café » ou chacun paye sa part. Ça fait un peu hollandais, hein. Mais bon, c'est vrai que maintenant il faut le faire. Il faut savoir dire on va prendre un café, mais je suis désolé, soit je vous invite, soit je paye le mien. Moi j'ai vu quelqu'un comme ça, un grand patron parisien, qui ne savait pas que l'enseignement post-universitaire allait être le pot qui allait suivre serait offert par un laboratoire, et du coup il n'a même pas pris un verre d'eau pour dire je n'ai rien d'intérêt, il ne pouvait pas se le permettre. Il avait des hautes fonctions, il ne pouvait pas se permettre. Donc il n'a même pas pris un verre d'eau, l'eau était payée par le laboratoire. Ça devient... Non mais c'est vrai, hein, tout ce que je vous dis aujourd'hui sont des cas réels. À côté de ça, je vous le disais, il faut aussi dédiaboliser un tout petit peu. Alors, ne pas non plus béatifier. L'industrie voilà, ils ont des intérêts industriels, il y a des salariés à payer derrière, ils ont de vrais enjeux, donc parfois ils vont utiliser de temps en temps des méthodes sans se rendre tout à fait compte de l'influence que ça peut avoir et de l'impact que ça peut avoir sur le patient, par exemple. Mais bon, ils sont dans leur rôle de lobby, d'industrie, il ne faut pas leur en vouloir. Et puis il y a des lobbies cachés. Le papier que je vous ai montré tout à l'heure, si il y avait une liste comme ça de conflits d'intérêts, leur principal conflit d'intérêts, ils ne l'ont pas marqué. Ils sont financés par les témoins de Jéhovah. Et c'est un groupe qui est hyper spécialisé dans la réduction, dans l'épargne sanguine, dans la réduction des produits sanguins. Évidemment, ils ont un intérêt très fort à réduire, voire à supprimer la transfusion sanguine. Ils n'ont pas déclaré ça comme lien au conflit d'intérêt. Et pourtant, c'est un conflit majeur. Hein. Donc, il faut faire très attention. Par exemple, des associations de malades peuvent être financées pour organiser leur congrès parce qu'ils n'ont pas le premier sou par des laboratoires qui fabriquent des solutions thérapeutiques ad hoc pour ces malades. Et ça, je ne vais pas vous citer non plus d'exemples, mais j'en ai plein en tête. Et ça, c'est vraiment dramatique aussi parce qu'ils peuvent influencer. Et quand il y a des choix entre des produits naturels et des produits recombinants, par exemple, c'est un vrai souci parce qu'ils ne sont pas tout à fait équivalents. Et les malades peuvent être influencés comme ça par des choix qui ne sont pas des choix purement médicaux. Alors, je vais bientôt arrêter, hein, je suis pas loin de la fin. Ça va, c'est bon? Il faut savoir raison garder, donc ne pas nier, ne pas crisper les dialogues, ne pas bloquer les situations, ça n'arrangera rien.
Donc, c'est pas par les crispations que la solution viendra. Je pense qu'il faut mettre les choses à plat et ne pas les nier, surtout ne pas dire ça n'existe pas, être assez transparent. J'aime pas trop ce terme parce que personne n'est vraiment transparent, mais être le plus honnête possible, je dis bien. Évaluer les situations. L'État n'est pas, je vous l'ai montré tout à l'heure, exempt de liens ou de conflits d'intérêts. L'université non plus. L'université maintenant a des intérêts à faire de la formation continue et elle n'est pas exempte. Les présidents d'université ont des contraintes et qu'ils peuvent être aussi avoir tendance, en toute honnêteté, à privilégier telle ou telle décision. Donc personne n'est à l'abri d'eux. Et il faut toujours essayer de faire la preuve par neuf, par l'éthique et la déontologie. C'est pour ça que c'est important d'y être un peu formé. Donc les pôles vertu et vice sont assez rares à atteindre. On en connaît quelques-uns, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on les connaît. Et nous sommes tous, plus ou moins, dans cette majorité de personnes concernées qui évoluons entre vertu et vice. On n'est ni bien ni mal. J'espère qu'on est un peu plus du côté du bien que du côté du mal, mais on n'est jamais totalement irréprochable. Donc il faut essayer de se faire déplacer un petit peu vers la droite de l'écran. Donc en pratique, pour les formations doctorales, je peux me permettre de vous donner des conseils. Je ne suis pas de ces écoles doctorales, donc vous les prenez comme vous voulez, mais ce sont des conseils d'un vieux routard, on va dire, de la recherche maintenant. Ce que j'apprends, ce que je lis, donc ne pas ignorer les liens et les conflits d'intérêts possibles, exercer son regard critique sur les publications et repérer les liens flagrants. C'est pas toujours facile quand on arrive dans un laboratoire, quand on arrive dans le métier de la recherche, parce qu'on a un peu tendance à croire que, sous prétexte que c'est écrit et dans un journal réputé, c'est vrai. Et ça, il faut vraiment qu'on vous apprenne, je suis sûr que vos mentors le font, mais que tout ce qui est écrit n'est pas vrai, que certains auteurs réputés se plantent ou ont des petits arrangements avec la vérité, que certains journaux réputés ne publie pas que des bonnes choses et publie de temps en temps des choses plus ou moins justes. Donc il faut repérer, et ça c'est pas simple, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à prêter aux riches en fait, hein, c'est toujours comme ça. Repérer les ambiguïtés. Alors il y a un cas particulier qui peut poser problème quand même, encore que généralement c'est bien réglé dès le départ, c'est le cas des bourses CIFRE, dans lequel il y a un intérêt industriel qui est d'emblée mis sur la table, puisque c'est lui qui paye votre allocation doctorale. Alors il y a des sujets qui sont plus ou moins indépendants, je dirais, de l'objet même de l'industrie et de l'industriel et du produit fini, qui peut en dériver, mais il y a des fois c'est directement en lien. Donc moi je suis toujours un peu... Mon opinion est un peu variable sur le sujet. Que faire? Suis-je sous influence? Alors, je peux être sous l'influence de mon superviseur quand je suis un jeune, parce que si mon patron me dit non, mais ça c'est vraiment très bon ou ça c'est vraiment pas bon, j'ai du respect pour mon patron, voire de l'admiration. Oui, il y en a quelques-uns qui ont de l'admiration pour leur patron, ça existe encore. Ça peut être gênant quand même. Et puis, d'un point de vue extérieur, les étudiants ne se rendent pas toujours compte qu'ils peuvent, les soirées arrosées du jeudi, elles peuvent être aussi sponsorisées. Voilà, ça peut aussi influencer, surtout quand il y a un chèque qui part pour l'association sportive ou pour l'association de spectacle. C'est des cas réels, hein, tout ça. Donc, quel est le lien d'indépendance? Ça peut influencer... c'est pas forcément des concepteurs de produits médicaux hein, qui vous financent les soirées arrosées du jeudi soir, mais il n'y a pas que des étudiants en médecine ou en sciences de la vie. Et suis-je témoin d'une situation d'influence? Ça, c'est un cas qui nous pose vraiment grand problème pour toutes les personnes qui sont en responsabilité d'éthique et de déontologie dans les universités, ce qui est mon cas pour mon université. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, avons-nous un espace où l'étudiant peut venir raconter ce qu'il a vu en n'étant pas, en situation de devoir abandonner son sujet de recherche, de changer d'université, etc., etc. Et pour l'instant, nous ne sommes pas encore totalement organisés. La loi nous oblige pourtant à l'être, mais nous ne sommes pas totalement organisés pour ça, parce que ça nécessite une structure un peu particulière, des commissions de discipline pour les enseignants, pour les étudiants. Enfin, on est en train de se mettre en ordre de marche, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas.
Je publie mes liens d'intérêt, donc etc., etc. J'en parle dans l'équipe, je discute. Je pense que là, tout ça, en fait, je crois que ça se résout par la discussion, par le fait d'en parler assez librement. Et plus on en parle dans le laboratoire entre étudiants, plus finalement une situation qui pourrait être un petit peu verrouillée par le dessus va devoir se déverrouiller, parce qu'à un moment donné, si ça diffuse largement dans un laboratoire, gentiment et personne ne se fâcher, ça ne va pas pouvoir rester avec un pot sur la marmite pendant très longtemps. Et j'essaie ensuite, dans ma pratique, je ne serai pas un étudiant toute ma vie, si ensuite je serai un jeune professionnel, de garder ces bonnes pratiques dans le milieu professionnel où que j'aille. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Malheureusement, je ne pourrais pas rester à votre café éthique parce que j'ai d'autres obligations que je n'ai pas pu reporter, donc je vais devoir vous quitter, sauf si on a droit à quelques questions tout de suite, mais c'est à vous de me dire. Et sinon, vous pouvez me contacter aussi. Voilà.